On va enchaîner avec une présentation de Monsieur Philippe Biwix, qui est présent dans cette salle et qui va bientôt monter sur scène, consacrée au low-tech. Monsieur Philippe Biwix est directeur général adjoint de l'AREP, l'Agence pour une architecture pluridisciplinaire, qui veut inventer une architecture post-carbone. Il est spécialiste de la raréfaction des ressources et du low-tech. Il a écrit plusieurs ouvrages sur le sujet et il passe régulièrement dans les médias pour les traiter. Donc sur ce sujet-là, je vous demande d'accueillir Monsieur Philippe Biwix qui se dirige vers la scène pour une conférence Low-Tech, un nouveau chemin est-il possible pour les villes, qui durera de 16h10, donc dès à présent, jusqu'à 16h55, soit 45 minutes. Merci de l'accueillir chaleureusement. Alors donc oui, effectivement, moi je suis Philippe Biwix, je suis ingénieur, je suis effectivement directeur général d'une agence d'architecture qui s'appelle AREP, qui est la plus grande agence d'architecture en fait en France en nombre d'architectes, mais qui n'est pas très connue parce que c'est une filiale de Gare et Connexion. Donc on travaille à 80% pour le groupe SNCF, à 20% pour un peu tous les territoires sur des questions d'urbanisme, d'architecture, d'ingénierie, d'environnement, d'expertise environnementale, de flux, etc. etc. Voilà. Et donc c'est directeur général, c'est pas directeur général adjoint, j'ai été promu dans la plus stricte intimité il y a 1 an et quelques de ça, merci. Félicitations. Merci beaucoup. Voilà, et ça c'est le droit à la mémoire d'Internet. Je crois que je suis directeur général adjoint à vie d'AREP. Alors je voulais... Donc le thème c'est effectivement les low-tech. Je suis toujours un peu embêté pour parler des low-tech maintenant parce que je me dis il y a des gens qui connaissent déjà les low-tech et ce que je vais leur raconter, peut-être qu'ils vont pas apprendre grand-chose, puis d'autres peut-être ils ont besoin de se dire oh là là, low-tech c'est quoi? C'est l'âge des cavernes, c'est la lampe à huile d'Emmanuel Macron, c'est le retour à l'âge de pierre. Voilà, donc je vais essayer de faire un petit peu un entre-deux, peut-être rapidement, juste se redire pourquoi les low-tech, c'est quoi les low-tech, et puis d'essayer d'appliquer un peu cette recette ou ce prisme, cette manière de voir les choses à la ville, enfin à la construction et à la ville. Alors du coup, pourquoi les low-tech? Les low-tech au départ, c'est un peu une réaction, on va dire épidermique, ou une inquiétude, ou une sorte d'alerte sur le techno-solutionnisme, sur les promesses des hautes technologies, parce que finalement, ok, on a des problèmes de biodiversité, on a des problèmes de climat, bien entendu, sans doute à terme aussi des problèmes d'énergie fossile, même si on aura des problèmes de climat avant les énergies fossiles, et face à tout ça, finalement, on est plutôt à réagir comme des ingénieurs, on va dire, globalement, même si on n'est pas tous ingénieurs, à dire on a des solutions. Alors ça va être des fois c'est l'avion à l'huile de friture quand c'est pas très très sérieux, puis des fois quand c'est un tout petit peu plus sérieux, peut-être c'est l'avion à hydrogène, c'est les smart cities. Voilà, c'est le fait qu'on va réussir grâce au numérique et grâce à l'innovation technologique à s'en sortir comme on s'en est toujours sorti, comme l'humanité s'en est toujours sortie. On n'a jamais eu de pénurie, on est sorti de l'âge du silex pour passer à l'âge du bronze, à l'âge du cuivre, à l'âge du bronze, sans tomber en panne de silex. Donc on va pas, voilà, on a déjà fait ça, il n'y a pas de problème. Il y a la fusion nucléaire, tout ça, enfin vous connaissez tout ça. Et puis le club de Rome, il nous emmerde, vous savez, c'était le rapport qui était sorti en 72, qui parlait des limites à la croissance, et puis il nous disait qu'il y avait 40 ans de pétrole, et puis nous voilà en 2020, et il y a toujours 40 ans de pétrole, voire plus. Voilà. Et donc voilà, pour réagir un peu à ces certitudes un peu technologiques, parce que finalement le débat il tombe très vite sur les technologies sont-elles prêtes, pas prêtes, est-ce qu'on fait suffisamment d'efforts de recherche et développement, pas assez, est-ce qu'on subventionne, est-ce qu'il ne faut pas subventionner, est-ce qu'il faut mettre des taxes un peu, mais globalement ça tourne jamais, enfin il n'y a jamais de doute sur le fait qu'on va y arriver, et c'est même pire, on est un peu fasciné par Elon Musk qui prend ses vacances en orbite avec Jeff Bezos, enfin pas dans la même fusée mais vous avez compris. Alors, qu'est-ce qui fait que les high-tech, quand même, le miracle technologique risque d'être quand même un petit peu difficile à avaler? Il y a un certain nombre d'effets pervers, on pourrait appeler ça, des hautes technologies. Donc, effectivement, indéniablement, l'espèce humaine est très intelligente, très organisée, peut-être de mieux en mieux organisée, et il n'y a pas de problème, on développe et il y a du progrès technologique, très certainement. Mais il y a quand même quelques effets, alors qui commencent à se voir là aujourd'hui sur le climat et la biodiversité, mais il y en a d'autres. Donc le premier, c'est la question de la consommation des ressources. D'accord ? En fait, toutes ces énergies, ces formidables trucs, les machins pour fabriquer ou des piles à combustible ou électrolyser l'hydrogène, etc., etc., tout ça, ça consomme des ressources métalliques, des ressources non renouvelables. Donc on pioche dans un stock, il est immense, il est très important, il n'y a pas de problème. On peut même repousser un peu les limites et transformer des ressources en réserves.
Parce que grâce à la technologie, on va aller chercher des choses dans des trous de plus en plus profonds, etc., ou des minerais de teneur de plus en plus faible. Mais globalement, on utilise beaucoup de ressources et il y a quand même des questions qui se posent quand on parle de l'électromobilité, par exemple, de la voiture électrique de manière massive, ou bien des smart cities où il y aurait des capteurs partout, voilà, des trucs connectés sur nous et puis dans nos logements et dans les villes, etc. Tout ça, ça consomme des ressources et ça en consomme de plus en plus, en fait. C'est un peu embêtant parce que en fait, il n'y a pas du tout de dématérialisation de l'économie, hein, il n'y a pas du tout de découplage, de passage de l'économie peut-être un petit peu à la germinale ou de l'économie industrielle vers une économie des services de plus en plus légère. Ça, c'est vraiment une vue de l'esprit. Quand vous regardez bien ce qui se passe et que vous réintégrez tout le bilan des imports et des exports, hein, grosso modo, pour faire simple, on exporte des avions puis on importe tout le reste. Eh bien, en fait, on importe des matières premières à travers ça. Et même dans un pays développé, on va dire comme la France, eh bien, on a une intensification de notre consommation de matières premières. On extrait de plus en plus vite, ce qu'on appelle l'extractivisme. Et donc, il y a un moment où ça va finir par poser problème peut-être. Le deuxième sujet, c'est de se dire, finalement, oui, d'accord, on extrait de plus en plus de ressources, c'est vrai. La transition énergétique, donc le passage des énergies fossiles à des énergies renouvelables, va aller taper dans un stock de métaux un peu plus bizarres, un peu plus rares. Alors on entend parler des terres rares, du cobalt, du lithium, du nickel, ça dépend un petit peu des technologies, ça dépend un petit peu des types de batteries, etc. Mais finalement, on pourrait dire on va extraire ça une bonne fois pour toutes, puis après on va faire de l'économie circulaire, on va recycler. Ça, c'est super, un métal, il n'y a rien qui se recycle mieux qu'un métal, hein, c'est beaucoup mieux qu'un plastique. Sauf que malheureusement, en fait, plus on est high-tech et moins on recycle. Pourquoi ? Parce qu'en fait, on a plein de petits objets miniaturisés, avec plein d'électronique dedans, une quarantaine de métaux dans un smartphone, avec des usages qui deviennent de plus en plus dispersifs. Vous voyez, un capteur, les trucs, c'est des trucs jetables, etc., les petits objets connectés. Les gens ne vont pas les porter à la déchetterie comme il faut. Et puis, il y a une telle diversité d'objets qu'à la fin, en fait, on prend tout ça, on passe ça dans un broyeur, et puis on met au four électrique, on va faire un petit peu de chimie avec tout ça, et on va réextraire peut-être 5, 10, 15 métaux différents, mais sûrement pas 40. Et donc, il y a des pertes énormes et beaucoup de métaux emblématiques des nouvelles technologies, les fameuses terres rares, l'indium dans les écrans plats, le tantal dans les microcondensateurs, des trucs comme ça, eh bien, sont recyclés à l'échelle mondiale à moins de 1%, c'est-à-dire zéro. Donc plus en fait on électronicise, désolé pour ce néologisme, notre environnement, et plus on s'éloigne de l'économie circulaire, et plus on tape dans le stock rapidement. Le troisième problème, c'est qu'en fait, on ne regarde pas toujours la logique un peu sous une forme systémique. C'est-à-dire qu'on a l'impression qu'on va développer des technologies qui paraissent tout à fait efficaces et pertinentes et sympathiques. Je ne sais pas, par exemple, la voiture autonome, ça peut être génial, une voiture autonome, parce qu'on en fabriquera moins, elles viendront nous chercher, donc elles rouleront toute la journée au lieu d'être garées pendant 95% du temps. On va pouvoir covoiturer avec, ça sera sympa, il n'y aura plus de difficultés, j'appuie sur un bouton, on vient me chercher, on repart. Oui, sauf que pour installer la voiture autonome, il faut un système, une infrastructure technologique de télécom, donc 5G ou 6G, ça arrivera en 2030, paraît-il. Faut installer des data centers derrière, traiter des données, etc. Pour vous donner un ordre de grandeur, 1 million de voitures, ça représente le trafic Internet mondial actuel. S'il y avait 1 million de voitures autonomes, ce sont les estimations aujourd'hui. Donc évidemment, il n'y a pas 1 million de voitures sur Terre, il y en a 1 milliard, et on va peut-être même aller vers 2 milliards. Donc on va falloir multiplier par 1000 ou 2000 le trafic Internet mondial. On peut le faire, c'est pas difficile de multiplier par 1000, hein. Il suffit de multiplier par 2 pendant tous les 18 mois et vous allez très vite avec les puissances de 2 arriver à 1000. Mais la question, c'est avec quel coût environnemental. Donc en fait, le rapport coût-bénéfice de la Smart City et de toutes ces aménités, je dirais, en fait, n'a pas été calculé, et pour cause, il n'est pas calculable. Parce que du côté des coûts, on voit ce que ça va être. Ça va être de la consommation de ressources, d'énergie. Mais finalement, les bénéfices, on n'est pas très très clair sur ce que ça va réellement amener en termes de réduction de l'impact environnemental de chacun. Et pour cause, parce qu'il y a un dernier effet tout à fait pénible, c'est l'effet rebond. C'est-à-dire que toute l'histoire technologique de l'humanité depuis 2 siècles est poursuivie par l'effet rebond. Qu'est-ce que c'est l'effet rebond ? C'est le fait qu'à chaque fois qu'on fait de l'efficacité technologique, donc qu'on a un service, un produit qui consomme moins de ressources, qui consomme moins d'énergie, qui émet moins de gaz à effet de serre, ce que vous voulez, eh bien cette efficacité, c'est normal, qui est recherchée par les entreprises en concurrence et pour réduire les coûts, hein, parce que ce sont des facteurs de coût tout simplement, et puis maintenant pour être plus propre, eh bien cette efficacité technologique, elle se transforme en une efficacité économique. Le produit est forcément moins cher parce qu'il consomme moins. Et à ce moment-là, eh bien, il va y avoir effet rebond, c'est-à-dire que ça va provoquer
de la demande en plus, des besoins en plus. Voilà. Et ça marche partout, hein. C'est-à-dire qu'un TGV, aujourd'hui un TGV, ça vide pas les aéroports, ça rajoute des gens qui peuvent faire l'aller-retour plus facilement. On l'a vu sur les dernières lignes vers Bordeaux ou vers Rennes, ça n'a pas vidé les aéroports, c'est Covid qui a vidé les aéroports. Dans l'informatique, dans le covoiturage, même de longue distance, le covoiturage n'a pas réduit le nombre de voitures sur les routes, n'a pas réduit le nombre de kilomètres parcourus. Il y a un effet rebond aussi avec des étudiants qui rentrent plus facilement chez eux, qui vont se déplacer plus facilement pour aller boire une bière avec un copain à 300 km parce que ça coûte pas cher. Donc ça crée de la demande et du coup la facture environnementale globale augmente. D'accord ? Donc ça c'est un effet qui a été démontré pour la première fois dans les années 1860 par un économiste qui s'appelle Stanley Jevons. Je vous invite à aller voir la page Wikipédia enfin pas sa page Wikipédia, mais l'article sur cet effet Jevons, ce qu'on appelle le paradoxe de Jevons, et ça a été montré sur les machines à vapeur qui consommaient de moins en moins de charbon, mais évidemment, comme elles consommaient de moins en moins de charbon pour produire la même quantité de travail, eh bien, elles pouvaient se déployer dans de plus en plus de manufactures, de plus en plus d'industries, et donc, globalement, la consommation de charbon augmentait au lieu de réduire, évidemment, et ça continue à marcher comme ça. Donc voilà un peu le problème des high-tech. Donc du coup, effectivement, qu'est-ce que ça peut être les low-tech ? Alors les low-tech, c'est difficile de parler de low-tech parce que, en fait, tout est high-tech. Dans le monde dans lequel on vit, tout est high-tech. Même un vélo est high-tech. Parce que c'est de la métallurgie de pointe. Vous voyez, il faut faire un dérailleur, il faut faire une chaîne de vélo, il faut faire des câbles de frein, il faut de la graisse qui est issue du pétrole. Je veux dire, je peux pas me réinstaller forgeron de village low-tech et puis fabriquer un vélo. C'est pas possible. Il faut vulcaniser le caoutchouc des pneus, etc. Donc tout est un peu high-tech. Mais l'idée, c'est d'avoir plutôt une démarche qui pourrait s'appliquer du coup partout. Si on n'est pas sur la logique de dire il y a des choses qui sont high-tech, il y a des choses qui sont low-tech, mais plutôt de dire ayons une démarche qui n'est pas forcément une démarche d'inflation technologique, mais plutôt une démarche de réflexion sur la place des technologies. À ce moment-là, on peut l'appliquer même à un ordinateur, même au numérique ou ailleurs. Alors qu'est-ce que ça serait cette démarche ? En fait, c'est d'essayer d'orienter cette satanée innovation vraiment vers l'économie des ressources, hein, donc essayer de lutter contre cet effet rebond, de lutter contre l'impact environnemental, voilà, et d'aller chercher un peu de résilience aussi, et puis du coup d'aller chercher un certain nombre de critères. Alors les critères, ça va être d'essayer de simplifier les objets. Voilà, plus un objet va être complexe, plus un objet va être électronique, plus un objet va être multimatériaux. Donc les nanomatériaux, les composites, etc. Plus c'est un cauchemar en recyclage en fait, plus on s'éloigne du recyclage malheureusement. Donc voilà. Alors du coup, qu'est-ce que ça veut dire concrètement ? Bon, il y a plein de définitions différentes des low-tech et tant mieux, et c'est pas très grave. Finalement, pour moi, donc c'est une démarche qui consiste à se poser 3 questions clés : pourquoi, quoi, comment ? Pourquoi est-ce que je produis ? Pourquoi est-ce que je produis un service ? Pourquoi est-ce que je consomme un service ou un produit ? Quoi ? Qu'est-ce que je consomme ? Qu'est-ce que je produis et comment je le produis ? Alors, le pourquoi, c'est évidemment la question de la sobriété, la réduction à la source, la frugalité, la décroissance, appelez ça comme vous voulez. C'est le fait de dire, mais le meilleur kilowattheure, c'est celui que je n'ai pas consommé. Le meilleur kilomètre parcouru, c'est celui que je n'ai pas parcouru. Le meilleur degré de chauffage écologique, c'est celui que je n'ai pas eu besoin de réaliser. Alors là, vous pouvez ouvrir la boîte de Pandore. Il y a plein de manières d'organiser la sobriété, de manière plus ou moins démocratique quelque part, donc tant mieux si ça serait mieux que ça soit démocratique, bien entendu. Du coup, démocratique, j'ai eu le son qu'à couper, ouais, ils sont très très forts. Donc voilà, ça peut être enfourcher un vélo plutôt qu'être dans sa voiture. Alors évidemment, on sait que 70 ans, 80 ans de la charte d'Athènes et du fonctionnalisme fait qu'on a construit nos villes autour de la voiture, donc ça sera difficile de s'en passer tout de suite, mais on pourrait faire des voitures beaucoup plus petites. Vous savez que dans les voitures aussi, il y a de l'effet rebond. Les moteurs n'ont jamais été aussi efficaces, mais les voitures sont de plus en plus lourdes. Donc les voitures qui sont mises sur le marché cette année, elles émettent plus de CO2 par kilomètre en moyenne que les voitures qui ont été mises sur le marché l'année dernière. C'est comme ça que ça fonctionne. Juste parce que c'est la part des SUV, la part des grosses voitures qui augmente. Et donc globalement, la facture environnementale augmente. Eh bien, on pourrait aller vers des voitures de plus en plus petites. Ce serait beaucoup plus simple. Et en plus, d'un point de vue de l'électrification, plus vous avez une voiture petite, moins vous avez besoin de batterie, moins vous en consommez de ressources, etc., etc. Et puis, vous imaginez ça dans plein d'autres domaines, manger moins de viande, avoir des ordinateurs ou des téléphones qui dureraient plus longtemps, qui soient plus modulaires, etc. La deuxième question, une fois qu'on a dit qu'on allait quand même garder la machine à laver, parce que retourner au battoir dans le village, ça va être un peu pénible au lavoir et à battre le linge. Donc c'est de se dire comment est-ce qu'on va éco-concevoir réellement ces objets avec une logique d'éco-conception, ce qu'on appelle éco-conception plus, avec justement ces critères du type de matériaux qu'on va incorporer, de la nécessité ou pas d'avoir
de l'électronique, etc. Et finalement d'être capable de remettre en cause un peu le cahier des charges, le besoin, pour justement être capable de faire des objets vraiment durables, réparables et en fin de vie le plus démantelable possible, le plus facile à recycler, donc en évitant des mélanges de fin de vie. Et puis un dernier sujet, c'est plutôt le comment. Alors ça ouvre plein de questions sur la question de l'échelle des constructions, des fabrications, etc. Mais il y en a une que j'aime bien et qu'il faut retenir, c'est la question du techno-discernement. Voilà, c'est de se dire finalement, on ne va pas sortir, on ne va pas passer à un monde low-tech. De toute façon, c'est pas possible. On est trop nombreux dans des villes, etc. Donc heureusement qu'on a des high-tech pour faire pour l'eau, pour l'énergie, pour plein de choses. Mais voilà, posons-nous la question à chaque fois du techno-discernement. Moi, j'ai rien contre le robot chirurgien qui assiste mon chirurgien dans un hôpital. Évidemment, c'est super. Vive les high-tech. Et puis à côté de ça, voilà, quand on me dit que mes enfants doivent apprendre à lire avec un ordinateur, je me dis je ne comprends pas très bien parce que c'est pas tellement plus utile ou ça marche pas tellement mieux que quand c'est avec un livre tout simplement. Donc il y a cette question, faites de la juste place de la technologie. Alors si j'en viens maintenant à la question plutôt de la ville ou de la construction, un peu opposée au fantasme de la Smart City. Donc là vous avez quand même, voilà, finalement on nous refait le coup, hein, et ce ne sont pas des petites entreprises, hein, je veux dire, c'est les RATP, les Airbus et tout ça qui nous refont le coup de la voiture volante. Ça fait déjà 2 fois qu'on nous a fait le coup de la voiture volante, hein, au moins. Une fois dans les années 50 avec l'énergie atomique qui allait être libre et gratuite. Et puis à la fin du 19e siècle, vous aviez aussi Albert Robida qui avait imaginé des calèches volantes à l'époque de Jules Verne et de la conquête de la Lune déjà. C'est assez étonnant de s'apercevoir comment à travers les siècles, les fantasmes de l'humanité restent les mêmes, quoi, hein. C'est la conquête de l'espace, c'est la voiture volante, c'est le cornucopianisme, hein, la corne d'abondance, cornucopiae en latin, c'est-à-dire l'abondance par la technologie et la recherche d'immortalité. Et avec ça, vous avez fait à peu près le tour de tous les fantasmes depuis Francis Bacon, la Nouvelle Atlantide, au début du XVIIe siècle, qui a été le premier à théoriser en fait le bonheur du genre humain par la technologie appliquée. Voilà. Donc on ne va pas aller vers les voitures volantes pour plein de raisons qui nous emmèneraient trop loin aujourd'hui, mais effectivement on a fait des progrès depuis les années 50, certes sur la miniaturisation des équipements, sur la chimie des batteries et les moteurs électriques, mais ça ne suffira pas pour d'autres raisons. Alors qu'est-ce que ça voudrait dire d'appliquer un petit peu nos 3 recettes de tout à l'heure, du techno-discernement, je suis bon là, je suis tranquille. Du techno-discernement et de la sobriété et de l'éco-conception plus. La première chose en fait, c'est de construire moins. De construire moins. Alors c'est un peu horrible de raconter ça à des gens qui construisent la ville ou à des promoteurs immobiliers ou à des gens qui vont vous dire qu'effectivement on n'a pas assez de logements, il y a des gens qui sont mal logés, tout ça c'est vrai, il n'y a pas de souci là-dessus. Mais si on veut à un moment construire mieux, si on veut tout éco-construire, on fait des progrès formidables, par exemple en construction bois, il n'y a pas de problème. Aujourd'hui, on monte en R+, je ne sais plus combien, 12 étages, peut-être 9 étages, je ne me souviens plus. Mais c'est incroyable, ça progresse chaque année, c'est superbe. Mais si on veut construire autant de logements, autant de bureaux, autant d'entrepôts, autant de tous les bâtiments fonctionnels qu'aujourd'hui, continuer sur ce même rythme en les éco-construisant, le bois des forêts européennes, voire mondiales, ne va pas y suffire, vous voyez. Donc en fait, on a un problème quand même, c'est-à-dire qu'on fait de très beaux projets, très emblématiques, très sympathiques, avec des maîtres d'ouvrage, souvent des maîtres d'ouvrage publics, très motivés pour justement faire des projets pilotes et démontrer et repousser les limites finalement de l'éco-construction et du bas carbone. C'est chouette, c'est génial, mais c'est pas reproductible malheureusement sur l'ensemble des constructions, parce que si on baisse pas le volume global, eh bien en fait on va avoir un problème de tension sur les ressources géosourcées ou biosourcées diverses et variées. Donc du coup, pour construire mieux, il faut construire moins. Donc il faut faire appel à de la vraie sobriété. Donc comment on va faire pour construire moins ? Il faut dimensionner au plus juste, il faut intensifier l'existant. On utilise mal nos logements, on utilise mal nos écoles, on utilise mal nos musées, on utilise mal nos restaurants d'entreprise. Il y a 1000 choses à faire sur les questions de la chronotopie, le restaurant qui devient de restaurant d'entreprise, la cafétéria du midi qui devient un restaurant le soir et le week-end, le logement dans lequel on peut accueillir les enfants avec des crèches, au lieu de les accueillir dans des crèches par exemple, il pourrait être plusieurs. Enfin, il y a 1000 manières de faire des choses. Il y a le logement partagé, c'est aussi une manière de partager les mètres carrés, mais évidemment tout le monde n'a pas envie forcément de participer à un projet de logement partagé, mais voilà, il y a plein de choses comme ça. Et puis ensuite évidemment travailler sur plutôt la réhabilitation que le neuf, bien entendu, et à ça s'ajoutent aussi les questions d'artificialisation. Lutter aussi contre l'obsolescence des lieux. Il n'y a pas que les objets qui sont victimes d'obsolescence dans notre monde, il y a aussi les lieux.
d'accord ? Ils sont frappés d'obsolescence. Alors soit parce qu'il y a des zones de chalandise qui se déplacent en commerce, soit parce qu'il y a l'attractivité des villes-mondes, des métropoles qui vident quelque part encore, peut-être moins avec Covid, mais les villes moyennes, etc. Ce qui arrive quand même à un système un peu absurde, qui est qu'aujourd'hui en France, à chaque fois qu'on a un habitant de plus sur le territoire, un habitant, pas un foyer, on met 2 logements en chantier. D'accord ? C'est comme ça que ça fonctionne, quand même. 200 000 personnes de plus chaque année sur le territoire, 400 000 logements sont mis en chantier. Et les 400 000, on se plaint en disant c'est pas assez. Donc on a inventé un espèce de monde incroyable où on crée du vacant d'un côté ou des résidences secondaires et de l'autre ou bien des appartements ou des maisons peut-être trop grandes pour des voilà, en fonction des trajets de vie des uns et des autres. Et à côté de ça, on construit beaucoup. Une fois qu'on a dit qu'on allait quand même construire quelques trucs, bah évidemment, c'est d'être plutôt dans la logique de l'éco-conception, donc réfléchir à la multifonctionnalité, à l'adaptation future, justement pour lutter contre l'obsolescence des bâtiments, le choix des matériaux, l'énergie grise. Bon là, tout ça, vous connaissez, je ne vais pas vous faire un dessin. Mais il y a aussi la question des usages, des comportements. Vous avez compris qu'en fait, l'effet rebond dont je parlais tout à l'heure, il marche très très bien dans l'isolation des bâtiments. D'accord ? Très très bien. Tous les thermiciens, enfin tous les gens qui possèdent qui gèrent des parcs de logements le savent très bien. Quand on vient rénover un logement, on ne gagne pas une passoire thermique, on ne gagne pas ce que les thermiciens avaient calculé. Parce que la première chose, c'est que les gens vont avoir un peu moins froid. Donc on aura lutté contre la précarité évidemment de la température. Et donc du coup, il y a une partie des gains qui sont perdus. Ça peut atteindre des trucs un peu incroyables. L'année dernière, il y a un rapport qui est sorti d'une fédération allemande qui gère, je crois, 6 millions de logements en Allemagne, 6 ou 8, je ne sais plus, et qui a mis, ils ont fait le calcul qu'ils ont mis 340 milliards d'euros, excusez-moi du peu, de 2010 à 2018 dans la rénovation thermique de leur parc respectif, et ils ont gagné 1 à 2 kWh par mètre carré par an de chauffage. D'accord ? Ils sont passés de 132 à 130, avec 340 milliards d'euros. Et la seule explication qu'ils ont trouvée, c'est l'effet rebond. C'est le fait que les gens, du coup, voilà, ils chauffent un petit peu plus chez eux, ils ont décalé d'1 degré. 1 degré dans ces eaux-là, passer de 20 à 21, 21 à 22, ça peut être 10-15% de chauffage en plus. Eh bien, ça vient annihiler complètement votre effort d'isolation. Donc il y a une vraie réflexion, alors qui ne dépend pas que des maîtres d'ouvrage, bien entendu, qui dépend peut-être de chacun d'entre nous aussi, mais voilà, de référentiels culturels qui se sont modifiés dans le passé. La notion de confort thermique, aujourd'hui, ce n'est pas la même notion que le confort thermique en 1970 ou en 1950. Et donc, il va falloir réapprendre à mettre un pull, à chauffer moins. Ça veut dire que les gens à la télévision, ils doivent aussi mettre des pulls dans les émissions d'hiver, etc. Enfin, il y a tout un truc à réfléchir là-dessus, c'est compliqué. Mais donnez-moi TF1 et Paris Match et je vous le fais. Voilà. Et puis ensuite, quand on monte à l'échelle de la ville, il y a plein de questions qui se posent aussi. D'abord, il va falloir aller vers le zéro artificialisation brute, pas le zéro artificialisation net. C'est déjà bien la prise de conscience publique sur le zéro artificialisation net, bien entendu. Mais quand on voit le N, comment on va faire le N ? Il y a les mêmes troubles que sur la question de zéro émission nette, finalement. Parce que les flux de renaturation, déjà on ne maîtrise pas vraiment ce qu'est la renaturation d'un sol artificialisé. Ça pose plein de questions et ça va mettre potentiellement un petit peu de temps. Et puis surtout, le stock de choses qu'on peut renaturer est probablement très faible. Donc autant aller construire là où c'est déjà artificialisé, plutôt qu'aller artificialiser des champs, puisqu'aujourd'hui c'est ça, hein, c'est des terres agricoles, et à côté essayer de renaturer pour atteindre un zéro artificialisation net qui sera à nouveau très difficile à atteindre. Donc il faut arrêter d'artificialiser totalement. Aujourd'hui, on est encore un peu pas trop clair sur le rythme exact, hein, c'est 30 000 à 60 000 hectares par an. Donc c'est juste se dire que voilà, si on prend à peu près la moitié, en l'espace d'un millénaire, on couvrirait à 100% la France de ronds-points, de parkings, de zones de supermarchés, de pistes de cartes, de lotissements et de golf, quoi. C'est ça que ça veut dire. D'accord ? C'est juste débile. On est d'accord qu'en l'an 3000, la France ne sera pas entièrement couverte de golf et de trucs jusqu'à l'Alpe d'Huez. Mais, donc ça veut dire que ça va s'arrêter. Donc il faut apprendre à vraiment passer au zéro artificialisation, donc la sobriété foncière plus. Voilà. Alors ensuite, il y a une autre question, c'est la question de la densification. On a pensé pendant longtemps que la densification, c'était écolo, d'accord ? Justement parce que ça faisait de la sobriété foncière, parce que ça permettait de concentrer les populations autour de quelque part de hubs de transport en commun. Hein, donc la périurbanisation, c'était ce qu'elle n'est pas, parce que c'était forcément lié à l'usage de la voiture. Ben aujourd'hui, on est peut-être en train de se rendre compte que la densification, elle pose un certain nombre de sujets, de problématiques, y compris écologiques, hein, sur la consommation de ressources, etc.,
il y a une certaine densité à partir de laquelle vous descendez, vous faites des immeubles plus hauts, vous descendez plus en fondation, vous avez des transports en commun dans des tunnels, etc. Vous avez des infrastructures supplémentaires qui consomment de la ressource, et peut-être plus que dans des villes de taille moyenne, typiquement. Et puis réfléchir à la sortie de la civilisation de la voiture, parce que voilà, c'est pas pérenne, malheureusement, qu'elle soit à hydrogène, à biomasse, à ce que vous voulez. La voiture n'est pas un objet, transporter un truc d'une tonne pour transporter 100 kg de charge utile, c'est quelque chose qui n'est pas généralisable à l'échelle de la planète et qui n'est surtout pas durable dans le temps à moyenne échelle. Voilà, et il va falloir faire tout ça avec des relocalisations peut-être, garder de la place pour la ville productive, la logistique du métabolisme urbain, il va falloir s'adapter au changement climatique, etc. Donc plein de joyeuseté. Donc comment on fait tout ça, j'en sais rien, hein, mais en tout cas je sais qu'il faut le faire. Donc pour moi il y a un rôle de la puissance publique, alors un peu à tous les étages, hein. Alors il y a des choses qui dépendent plutôt de l'État, il y a des choses qui vont plutôt dépendre des différents millefeuilles territoriaux, des régions, des métropoles, des communautés de communes, des villes. Alors qu'est-ce qu'on a comme outil pour faire tout ça? Il y a d'abord le pouvoir réglementaire, le pouvoir normatif, juste des choses qu'on peut interdire ou autoriser. Alors dans le domaine du bâtiment, je ne suis pas tout à fait sûr qu'il faut rajouter tant que ça de choses, mais voilà, c'est vraiment un outil réel et puissant potentiellement. Vous avez le pouvoir fiscal. Le pouvoir fiscal, vous pouvez dire, on fiscalise plus la consommation d'énergie, de ressources et moins le travail humain. Ça va aider les métiers d'artisanat riches en emploi, ça va aider les circuits courts, ça va aider la réparabilité. Aujourd'hui, on ne répare pas sans faire à repasser parce que rien que de l'ouvrir et vous dire pourquoi il est en panne, ça va vous coûter le prix du neuf à cause du prix de la main-d'œuvre. Voilà, il faut qu'on arrive à inverser ça. Et puis on peut soutenir l'innovation. Alors ça commence un petit peu, hein, c'est finalement de dire est-ce que je soutiens des projets d'intelligence artificielle, de big data, ou est-ce que je soutiens des recycleries, ressourceries, des ateliers de réparation de vélos et autres. Alors le vélo, ça a commencé à venir là, avec évidemment Covid-19. Et puis l'exemplarité, le pouvoir d'entraînement, et là je pense que du coup sur la question de la métropolisation ou de la démétropolisation qui sera nécessaire, eh bien, il pourrait y avoir un nouveau programme, on va dire, de décentralisation impulsé au niveau de l'État, justement sur la capacité à essaimer des métropoles vers les villes moyennes et des villes moyennes vers les petites villes, pour justement aller réinvestir ces vacances, ces bourgs qui sont en train de continuer en fait à se développer pour l'instant. Et puis comment on fait tout ça? Avec des maîtres d'ouvrage qui seront courageux, qui ont envie d'innover, qui ont envie d'expérimenter. Les archis brûlent de discuter de la question du confort thermique, comment on obtient le confort thermique. C'est pas juste avec le chauffage et l'isolation, c'est aussi avec des pratiques. C'est aussi avec des manières de percevoir les choses, et c'est en impliquant les utilisateurs. Tout ce qui est AMO, conseil, la programmation. Aujourd'hui, les programmistes, ça doit devenir des gens qui butent des mètres carrés, en fait, qui vont aider les maîtres d'ouvrage à leur expliquer qu'ils n'ont pas besoin de construire des mètres carrés en plus, ou beaucoup moins de mètres carrés que ce qu'ils imaginaient, parce qu'ils vont pouvoir partager le gymnase avec le marché du week-end, parce qu'ils vont pouvoir... Voilà, il y a 1000 trucs à faire, mais il faut accepter un petit peu de décloisonner et de se faire peur. Et puis les concepteurs, évidemment, derrière, qui pourront suivre et essayer d'optimiser tout ça sous contrainte. Voilà une esquisse un peu de ce que pourrait être une démarche d'une ville un peu plus apaisée, un peu plus ralentie, où la voiture aurait été progressivement ralentie puis chassée, ce qui redonne aussi de l'espace public et permet potentiellement d'habiter des endroits un peu plus petits, parce que finalement, quand vous avez des enfants qui peuvent jouer dans les espaces publics et dans la rue, eh bien, ils ont peut-être besoin de chambres un peu moins grandes où ils peuvent supporter le lit superposé. Voilà. Place aux questions. Merci. Merci pour cette présentation. Et vous avez laissé 20 minutes presque de questions. Oui, on peut l'applaudir. Laissons peut-être un peu de place à la réflexion sur comment faire ce qu'il faut faire justement. J'ai une première question ici et puis on a le temps effectivement de tourner. Oui, bonjour, Jérôme Vinet, CSTB, Centre scientifique et technique du bâtiment. J'aurais voulu savoir concrètement chez AREP, comment ces propositions se traduisent-elles? Alors comment elles se traduisent? D'abord, elles se traduisent par une impulsion, une volonté qui est portée aussi par notre maître d'ouvrage slash client slash actionnaire préféré, donc le groupe SNCF, qui lui-même a pris un certain nombre d'engagements sur le zéro déchet, sur la neutralité carbone, alors à différents horizons. Et voilà, on va dire qu'il y a un terreau plus ou moins fertile. Bon, je pense qu'il se promène de plus en plus un peu partout, mais il y a quand même un engagement assez fort qui a été pris. Ensuite,
on travaille, c'est facile du coup, parce qu'on travaille plus sur des réhabilitations, des choses potentiellement un peu plus douces que, je ne sais pas, déménager de Jakarta au milieu de Bornéo. Donc du coup, voilà, on est essentiellement sur des questions de réhabilitation, d'optimisation, et on est plutôt dans une logique d'ailleurs de, quand on fait des programmes, c'est souvent poussé par des questions d'accessibilité de personnes à mobilité réduite ou des questions de saturation des flux dans les gares, etc. Donc pour accompagner un peu la mobilité et la, voilà. Et donc ensuite, qu'est-ce qu'on fait? Eh bien, on essaye de passer tous nos projets à tous les prismes. Tous nos projets à toutes les phases, à un prisme là, avec un petit acronyme qu'on appelle EMC2B, donc qui parle de l'énergie, de la matière, du carbone au sens climat, du carbone au sens de l'adaptation climatique, parce que le coût est déjà parti malheureusement, donc il y a des sujets d'îlots de chaleur urbain, d'albédo, etc. Donc on essaie de regarder aussi ça. Et puis le B, c'est pour biodiversité, donc c'est aussi de se dire, alors ça ne concerne pas forcément tous les projets, hein, si on est sur un souterrain en Ile-de-France, c'est peut-être moins le cas, mais de la question justement de l'artificialisation, de l'impact sur la biodiversité et de la manière d'essayer d'être le plus doux possible. Et du coup, on développe des méthodologies, des approches là-dessus, on essaye de suivre un peu nos métriques, ce qui n'est pas du tout évident, parce qu'évidemment, on est dans ce monde du prototype, avec chaque bâtiment qui ne se ressemble pas, mais on essaye de développer des ratios carbone, etc. pour avancer là-dessus. Mais voilà, on n'est pas du tout 100% clean aujourd'hui. On est vraiment plutôt à se sensibiliser, à se former, à essayer d'entraîner nos maîtres d'ouvrage, à essayer d'entraîner nos partenaires, à commencer à être un peu sélectif aussi peut-être dans les projets auxquels on répond ou pas, pour ce qui est en dehors de notre zone historique de la SNCF. En espérant peser, faire peser sur ce secteur sa transformation. On travaille sur des questions de réemploi aussi, par exemple, un peu comme d'autres. Et notre ambition, c'est pas de faire des beaux projets, ou c'est pas seulement de faire des beaux projets, c'est que tout le monde fasse des beaux projets. En fait, c'est de dire comment est-ce qu'on peut peut-être à travers le rôle d'une grande agence d'architecture qui voit passer beaucoup de monde quand même finalement, parce qu'on travaille à beaucoup d'endroits en France et ailleurs. Comment on arrive à finir par avoir un discours de vérité et de réalisme pour attaquer le sujet par une autre face que la face nord, quoi. Voilà. Merci pour cette réponse. Est-ce qu'il y a plusieurs questions dans la salle? On peut peut-être en prendre deux d'affilée si ça vous convient. Pardon, la première est dans la suite de celle-ci. Est-ce que vous avez dans votre portefeuille un exemple de 2-3 projets dans lesquels vous, personnellement, vous croyez en disant on est en train de travailler là-dessus et ça, par rapport à l'actuel, on pense que ça peut être bon, avec des exemples concrets? On a des choses, alors on a quelques gares dont on est assez fiers, comme la gare de Nîmes-Pont-du-Gard, par exemple, qui a été vraiment éco-conçue avec le plus de matériaux géosourcés, biosourcés, une vraie approche, on va dire quasi bioclimatique, des questions de progressivité sur ce qu'on artificialisait ou pas sur les parkings, d'avoir conservé des arbres, il y a toute une série de choses, donc c'est un beau projet in fine, on va dire, d'architecture. Maintenant, on pourrait dire, mais est-ce que cette gare, il fallait faire une gare? Est-ce qu'on n'aurait pas pu faire une halte avec juste un quai, un train qui s'arrête et un bout de truc automatique? Donc en fait, la question, c'est qu'on peut toujours remonter sur la question ultime du besoin. Et en fait, il y a un moment où l'architecte, presque confronté à la matérialité du monde, parce que justement, peut-être par rapport à plein d'industries qui se sont délocalisées, etc., le métier de l'architecte et de l'ingénieur en bâtiment, il a son bâtiment qui se construit devant lui avec la noria de camions. Finalement, la question ultime, c'est est-ce qu'on continue à construire et qu'est-ce qu'on construit, quoi. Voilà. Donc, il y a des types de projets comme ça. On commence à accompagner des gens sur des sujets vraiment liés à la trajectoire carbone et notamment aussi liés aux mobilités, puisque nous, en fait, on est au croisement du bâtiment et de la mobilité. Donc finalement deux secteurs qui, les deux ensemble, ça fait une bonne partie de la consommation des émissions de CO2, de la consommation d'énergie et de ressources. Donc par exemple, on accompagne le Luxembourg là, dans un projet qui s'appelle Luxembourg in Transition. Alors c'est le Luxembourg, hein, donc ça ne va pas sauver la planète, mais bon, quand même, il y a une volonté d'essayer de transcrire une trajectoire carbone dans des logiques d'urbanisme, d'aménagement du territoire,
de réarticulation de la ville avec son hinterland agricole, de questions de flux, de comment justement on peut faire ce zéro artificialisation en réinvestissant ou en surélevant très légèrement, mais avec des choses assez douces. Voilà. Et donc là, on est vraiment à la fois dans notre métier d'architecte ou d'urbaniste, spécialiste de la mobilité, et on se projette aussi sur ce monde bas carbone. Voilà. Et puis on essaye de travailler sur des questions de programmatique où on va, dès la phase d'émergence d'un projet, avant même que le besoin soit émis et validé, de travailler sur le programme pour l'alléger le plus possible, effectivement, en disant que finalement, on n'a pas vraiment de calcul, mais on se dit le coût carbone d'un projet, quelque part à 70%, il est déterminé au programme en fait. C'est le truc le meilleur et le plus efficace, encore une fois, c'est de construire moins de mètres carrés, quoi. Donc si vous arrivez à convaincre votre maître d'ouvrage qu'en fait, voilà, peut-être on peut un peu se serrer, peut-être qu'il y a la question du besoin de pic, de la crête, et voilà, que peut-être on peut prendre un peu plus de risques, et que c'est pas 3 jours par an qu'il faut être saturé, mais 10, donc on peut retravailler un peu la largeur, voilà, etc. C'est un peu dans cette guérilla du quotidien qu'on peut essayer d'avancer un peu. Merci. Bonjour, Alexandre Poutigna, chef de projet chez Kawantech. Je voulais vous demander, vous avez fait état dans d'autres de vos conférences des freins résiduels qui restaient par rapport à l'essor des low-tech, notamment la partie certification métrique, vous en parliez un peu juste avant, et aussi un petit peu au niveau des donneurs d'ordre, la fiscalité, puisqu'au final, en termes économiques, c'est quelque chose qu'on peut difficilement valoriser, puisque ce n'est pas forcément pris en compte. Pour le dire en somme, si je veux développer une activité autour du low-tech aujourd'hui, quels seraient les principaux axes de travail intéressants pour pouvoir valoriser la filière ? Enfin, toi, je vais même généraliser la question sur la question de la pertinence économique de certains projets, d'une certaine manière. C'est-à-dire que bon, tu peux. Après, déjà, il y va être qu'est-ce que ça veut dire un projet low-tech, tu vois. Alors, tu veux dire, bon, je veux m'installer comme maître savonnier, par exemple, et puis tu vas acheter ta soude, je sais pas à quelle usine de fabrication de soude, puis après, tu vas faire ton savon toi-même en le battant à la main et vendre tes savons sur les marchés. C'est très low-tech, c'est pas mal, c'est plutôt un impact environnemental très faible, zéro emballage, tu vas faire attention à ce qu'il y a dedans, t'éviteras l'huile de palme, même si ça mousse, que sais-je. Donc voilà, mais après il y a plein de choses où voilà, on peut les estampiller low-tech ou ne pas les estampiller low-tech. Moi, quand j'ai écrit la low-tech, tu vois, j'étais pas sur le truc de dire tout allait devenir low-tech et voilà, le terme se déploie un peu tout seul, quoi. Et tant mieux maintenant. Voilà. Mais ce que je veux dire, c'est que souvent les initiatives qui sont riches en travail humain, qui sont voilà où tu vas travailler sur le local, etc. Eh bien, voilà, soit tu as la chance de trouver des niches en fait de gens qui vont accepter de payer plus cher ou je sais pas quoi. Voilà. Alors soit le truc a une viabilité économique compliquée. Alors tu peux aller à la pêche un peu aux subventions. Il y a des choses comme ça qui existent, hein, des choses très intéressantes de garages participatifs, d'ateliers de réparation, de recyclerie ressourcerie, mais qui souvent ont besoin d'un petit complément pour l'instant de la puissance publique pour payer les quelques salaires de la fin du mois. Voilà. Et le problème, c'est que effectivement, ça c'est lié à notre système fiscal, si tu veux. C'est que je prends l'exemple du réemploi, qui est malheureusement à date, me semble-t-il, dans le bâtiment, un truc à la fois formidablement efficace potentiellement, mais un peu tarte à la crème en termes de chiffres réalisés pour l'instant. Pas parce que les gens n'ont pas envie, hein, mais parce que c'est un peu compliqué en organisation. Il faut un truc où on stocke. Après, il faut trouver un autre chantier où je vais pouvoir réutiliser mes matériaux. Voilà, il y a des questions réglementaires et d'assurance. Donc tout ça, c'est un peu compliqué. Mais il y a d'abord et avant tout une question économique. C'est-à-dire que si je viens dans un bâtiment et que je commence à enlever les tuiles une par une, en les stockant bien sur une palette, et puis je viens récupérer la plomberie, et puis je viens récupérer je sais pas quoi, c'est plus intense en main-d'œuvre et donc plus cher que si j'arrive avec une grosse pince et que je cronque tout ça au camion ben, direction la décharge classe, je sais plus combien, 2 ou 3. Voilà. Donc, c'est ça en fait le challenge. Et ça en fait, tu peux pas le régler à ton échelle locale ou très difficilement. C'est pour ça que je dis qu'à un moment, la puissance publique, elle doit venir aider, accompagner ça en disant ah bah oui, ça c'est des trucs intéressants, ça économise des matériaux, ça économise de l'énergie, du CO2, c'est vachement bien, il faut le valoriser. Et aujourd'hui, pour se donner un ordre de grandeur, la main-d'œuvre, le travail humain, si tu veux, alors ça fait un peu MEDEF du coup, tu vas voir, mais tu as 450 milliards d'euros
de contribution sociale, c'est-à-dire c'est l'écart entre ce que ça coûte à l'entreprise et ce qui arrive dans ta poche, ce qu'on appelle les charges salariales, ou si tu es plutôt plus à gauche, tu appelles ça les contributions sociales, voilà. Ça représente 450 milliards d'euros, d'accord ? Et la taxe carbone qui a fait bondir voilà, un certain nombre de personnes et de manière sans doute tout à fait justifiée, c'était pour passer de 2 à 3 milliards. C'est ça le rapport. Les taxes environnementales, la somme des taxes environnementales hors taxes sur les carburants, qui représentent quelques dizaines de milliards, je ne sais plus, on parle de moins de 10 milliards d'euros. Donc c'est quelques milliards d'euros contre 450. Donc c'est pour ça qu'aujourd'hui tout le monde jette son fer à repasser et que personne ne va faire réparer son téléphone. Tu vois, un téléphone, il y a 2 euros de matière première dedans. 2 euros de matière première. Les 40 métaux dont je vous parlais tout à l'heure. Donc les 2 euros de matière première, tu ne peux pas mettre quelqu'un avec un tournevis et une pince à épiler pour bien séparer tous les petits composants pour essayer d'optimiser le recyclage après. Parce que si tu dépenses 30 euros avec 1 heure de main-d'œuvre pour le décomposer, ça ne marche plus, quoi. Donc voilà. Donc je pense que les initiatives locales, sympathiques, intéressantes, qui peuvent être entrepreneuriales, associatives, voilà, dans plein de domaines, qui vont, je sais pas quoi, du vélo cargo jusqu'à préparer, je sais pas quoi, des produits locaux ou des brasseries ultra locales qui vont réembouteiller. Enfin, il y a 1000 trucs que tu peux estampiller low-tech ou estampiller autre chose, enfin voilà. Mais ça, si on veut que ça passe vraiment un jour à l'échelle pour de vrai, que ce soit pas juste pour amuser la 5e colonne des gens qui n'en peuvent plus de bosser dans le business as usual, hein, eh bien il faudra que la puissance publique travaille sur ça. Voilà. Et on en revient à la question de la prévention de la consommation, qui est du coup sans doute un meilleur moyen d'économiser que les ressources déjà produites. D'autres questions ? Je vous en prie, madame. Bonjour. Je voulais vous poser une question sur les matériaux bio et géosourcés dans la construction actuellement et sur la difficulté surtout qu'on a à les mettre en œuvre à travers la non-réglementation et le fait qu'ils soient très peu représentés en lobbying par rapport au béton ou à d'autres matériaux standardisés. Ouais, alors là, j'atteins un peu mes limites. Il faudrait que j'appelle un ami. Mais en gros, moi, sur cette question de toute la diversité incroyable, potentiellement, des matériaux biosourcés. Parce que ça va, t'as, je sais pas quoi, la laine de mouton, la laine de chanvre, et puis en géosourcé, tu vas avoir la brique crue, le pisé, le machin. Il y a 1000 choses qui existent et c'est formidable. Mais en fait, on se heurte à 2 aspects, je pense. Un aspect qui est plutôt un aspect filière. C'est-à-dire finalement, moi j'aurais bien aimé faire une isolation par extérieur chez moi, je sais pas quoi, au centre de Bordeaux, mais en fait, voilà, j'ai pas trouvé l'artisan qui était capable de trouver le gars qui allait avoir effectivement ses panneaux de chambre, et donc les compétences qui vont avec aussi sur la mise en œuvre. Et puis, à mon avis, un deuxième volet, qui est un volet plus réglementaire, un peu tenu dans le temps, ou perception peut-être du maître d'ouvrage par rapport aux objets qui vont être construits, ou à la nécessité éventuellement d'avoir plus d'interventions après, ou plus de choses comme ça. Et du coup, moi, j'aurais tendance, mais c'est peut-être une mauvaise tendance, à privilégier en fait deux endroits majeurs où ce biosourcé pourrait s'épanouir. C'est plutôt le logement individuel, où il y a quand même un marché gigantesque et où il y a quand même plein de choses à faire, y compris et d'abord en rénovation. Je ne parlais pas juste de rajouter encore plein de zones pavillonnaires, mais on a parlé tout à l'heure d'artificialisation. Mais voilà, il y a quand même dans la rénovation écologique, je pense qu'il y a un vrai déficit d'approche intelligente de qu'est-ce que je peux faire dans votre maison, à part de faire une isolation bien bourrin et de changer les fenêtres et de faire des combles, de projeter mon machin dans les combles. Il y a plein d'autres manières d'approcher une rénovation thermique comme ça de logement. Donc là, je pense qu'il y a vraiment des volumes qui permettraient déjà largement à des filières paille et autres de s'épanouir, et du coup avec un côté un peu local tout à fait sympa. Et puis le deuxième type d'endroit où je vois ça s'épanouir, c'est dans de la maîtrise d'ouvrage public, de petits objets, 3 classes d'école de plus, voilà, où là on peut, avec des maîtres d'ouvrage engagés quand on vit, se faire vraiment plaisir sur ces questions de choix des matériaux, de choix des produits de mise en œuvre, de choix même des dimensions sociales des entreprises qu'on choisit pour réaliser ça, quoi. Voilà. Merci pour cette ultime réponse.
où on peut retrouver la suite si on souhaite se renseigner un peu plus sur toutes ces questions. Je crois que l'âge des low-tech a été édité en poche en avril, votre livre. Ouais. Vous avez un certain nombre d'interviews également sur le web qui sont assez populaires. Où est-ce que vous voulez rediriger tous ceux qui sont intéressés par ces questions? Oui, je sais pas, comme j'ai un nom pas très commun, c'est facile en fait de trouver des trucs sur moi de temps en temps. Mais effectivement, il y a quelques interviews sur Thinkerview notamment. Je donne aussi régulièrement des interventions, des cours dans différentes écoles. Donc il y a par exemple le IVP, l'école d'ingénieurs de la ville de Paris. Voilà, des choses comme ça. Et puis effectivement des ouvrages et surtout la bibliographie de ces ouvrages. Et je fais un peu de pub du coup à un bouquin qui va sortir, que j'ai juste préfacé, mais qui est un bouquin de Claude Lefrançois sur la rénovation thermique et écologique, justement, avec ces approches un peu qui vont on va dire de la maison à la campagne jusqu'à la petite maison, jusqu'au petit immeuble de ville, et qui raconte justement superbement cette histoire voilà, qu'est-ce que c'est le confort thermique en fait, avec les questions autour de comment on s'habille, mais pas que. C'est la question d'humidité, les questions de rayonnement des parois, donc des choix des matériaux, l'effusivité, la diffusivité. Enfin, je vous passe tout ça, mais en fait, il y a 1000 manières dans une maison d'avoir froid ou d'être bien avec la même température de l'air en réalité, par juste le choix des matériaux qui sont faits. C'est tout à fait formidable. Il y a des trucs sur comment ne pas avoir froid dans sa salle de bain et tout. Voilà, donc c'est un bouquin assez sympa qui sort là aux éditions Terre Vivante, je crois. On met des chaussettes sur le carrelage. Merci Philippe Biwix, vous pouvez l'applaudir à nouveau peut-être pour ce keynote consacré au low-tech.